Certains veulent en sortir, d'autres y rester tout en la réformant. Quoi qu'il en soit, au-delà des divergences, tout le monde s'accorde pour dire qu'elle pèse aujourd'hui bien trop sur notre économie. Je veux parler bien sûr de l'Union européenne. Pour tenter de déterminer ce que nous coûte cette machine institutionnelle, je cède maintenant la parole à Jean-Claude Martinez, professeur agrégé de droit et ancien député européen. Bon, bah, écoutez, le président Le Pen a l'habitude de dire que le diable porte pierre. Et donc, comme j'étais en retard, eh ben, ça a été une chance. D'abord, ça m'a permis d'écouter Thierry. Je passe de temps en temps dans les couloirs en vieux nostalgie. Il y a un bureau ouvert, donc ça prouve qu'il est là. Et donc, je le salue. Je dis, bon, ça va bien, l'Ukraine, oui, et voilà. Mais là, je le vois en vrai, je l'écoute et je l'entends. Alors, c'est une grande chose parce que, en dépit de ce que j'avais dit à Jean-Yves, et je remercie à Jean-Yves parce que... je ne sais pas s'il a la conscience, mais il a trouvé quelque chose. Voilà, ce concept de dépenses nuisibles, c'est un grand concept. Je dirais même que c'est le... Il y a très peu d'inventions dans le domaine des finances publiques, et je parle en prof. Par exemple, en matière d'impôts, alors que l'impôt apparaît, on en parlera, il y a entre 8000 et 9000 ans, au moment du néolithique, il n'y a eu que 2 inventions en matière fiscale. Bien sûr, il y a des impôts surtout sur les chiens, les pianos, surtout. Mais techniquement, il n'y a eu que 2 inventions. L'invention de la progressivité, fin 19e, début 20e siècle, et par Maurice Lauré, dans les années 50, l'invention de la neutralité, de la TVA. Mais en 9000 ans, on n'a fait que 2 inventions fiscales majeures. Eh bien, en matière de dépenses, il y a eu une seule... On a inventé le concept de dépenses publiques avant. C'était difficile de savoir si c'était les dépenses du roi ou si c'était les dépenses privées. Le roi doit vivre du sien. Mais mis à part l'invention du concept de dépenses publiques, la dernière invention, c'est l'invention du concept de dépenses fiscales. C'était le conseiller de Kennedy, Stanley Surrey, qui était prof à Harvard, et qui un jour à Jérusalem, en 1975, vient et explique à une petite vingtaine de personnes qui étaient là. J'allais passer le concours d'un grec, donc je ne ratais rien, j'étais là, et explique le concept de dépenses fiscales, c'est-à-dire au lieu de financer une activité en donnant des sous, par exemple, on veut faire des enfants, comme les Américains, tous les pays du monde, on donne le temps par enfant. Donc, au lieu de financer en donnant, on finance en ne prélevant pas, en faisant un cadeau, ce que l'Ancien Régime appelait les privilèges fiscaux. Voilà, ce que les journalistes appellent des niches. Et Stanley Surrey invente le concept de dépenses fiscales. Et ça a donné, chaque année, dans tous les pays, la France depuis 40 ans, il y a un document bleu qui accompagne la loi de finances, et il y a la liste des dépenses fiscales. Combien ça nous coûte? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une dépense fiscale? Combien ça coûte pour faire de l'emploi, pour refroidir le climat, pour avoir des emplois dans la restauration, pour que tout le monde aille manger aux Fouquettes, combien ça coûte? Voilà, baissant la TVA. Et c'est la liste des dépenses fiscales, et chaque année, elle est dressée, qui en bénéficie, combien ça coûte, etc. Eh bien, 40 ans après, Jean-Yves lance sur le marché des idées, le concept de dépenses nuisibles. C'est pas évident, ce concept-là. Mais on sent qu'il y a un truc, qu'il a trouvé un truc. Et étant entendu que l'objectif, c'est d'un jour avoir un bleu, les fascicules des voies et moyens, et d'avoir la liste des dépenses nuisibles. Voilà, c'était... oui, c'est... Alors, la chance de passer après Thierry... ça me permet de ne pas parler ce dont je devais parler, puisque Thierry en a parlé, finalement. Et donc d'avoir une excuse à l'ordre, de dire, écoutez, voilà, on ne va pas répéter ce que vient de dire Thierry, avec le talent de quelqu'un qui, en plus, est sur le terrain. Alors bon, il vous a dit, j'aurais pu dire que la même chose, voilà, entre ce qu'on donne à l'Europe cette année, du 23 milliards d'euros, et d'ici la fin de 2026-2027, on sera à 30 milliards d'euros, et ce que nous recevons, 9 milliards pour l'agriculture,
3 francs 6 sous pour ce qu'ils appellent le fonds de cohésion, ah ben nous perdons. Bon, alors, il y a une vingtaine d'années, on perdait 4 milliards, puis tac, 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 aujourd'hui, on perd 9 milliards, et ça va continuer. Voilà, bon, bah, il vous l'a dit, donc je n'ai pas besoin de vous le dire, insister. Ça, c'est ce qui est connu. Et il y a ce qui n'est pas connu, dont Thierry a parlé, ben, à savoir que il y a des dépenses qui sont cachées, quoi, finalement, ou en tout cas qui ne sont pas perceptibles. Il vous a parlé du budget européen qui est peanuts, 191 milliards d'euros. Et il y a une expression qui a été inventée par un Français, qui était Jean Arthuis, que Thierry a connu bien mieux que moi, qui a été député européen, président de la commission du budget. Quand il arrive à la commission du budget, il dit « Les mecs, on ne comprend rien dans cette histoire-là. C'est une vraie galaxie, et faites-moi le schéma de la galaxie. » Et donc, les fonctionnaires européens ont fait le schéma de la galaxie au sens astrophysique du terme. Et donc vous avez une étoile qui est le budget européen, 191 milliards de crédits d'engagement. Bon, l'année, bon, 189, mais bon, le chiffre 191, peu importe, on ne va pas pinailler là-dessus. Et puis autour de cette étoile, vous avez 13 planètes hors budget. 13 planètes qui tournent hors budget, dont la plus connue, bon, toujours en anglais, Next Generation, c'est-à-dire, Next Generation, c'est pour faire face au Covid, c'est très simple. Au sein de la Commission européenne, on monte un grand arbre de Noël. Il y a un grand arbre de Noël, et tous les gens qui sont sages, ils sont reçus par la maman Ursula, et ils peuvent venir chacun prendre leur cadeau. Bon. Et alors, il y a 2 cadeaux, Thierry vous l'a expliqué. Il y a des cadeaux sous forme de sous, on vous donne des sous, des subventions. En gros, l'arbre de Noël, c'était 800 milliards. Bon, un peu moins, mais 800 milliards. Et vous avez 400 milliards de subventions, vous les prenez, vous êtes content, etc. Mais, et revenir. Et puis des prêts. Les prêts, vous devrez les rembourser si vous pouvez rembourser. Si vous ne pouvez pas rembourser, on va pas se casser la tête. Hein. Bon. Et d'ailleurs, il y a les prêts qu'on fait aux pays de l'Union européenne, mais depuis des années, il y a les prêts qu'on fait aux pays extérieurs à l'Union européenne. Et la Cour des comptes européenne dont Thierry vous parlait, calcule le risque. Le risque de non-remboursement, qui est évidemment colossal. L'Ukraine ne remboursera jamais, personne ne remboursera jamais, mais peu importe. Donc, par exemple, pour le futur, les dépenses cachées, dans cet arbre de Noël, la France est arrivée, elle avait un cadeau qu'avait préparé Ursula, je ne sais plus, 45 milliards, d'ailleurs on n'en a reçu que 37, etc. Bon. Mais pour le moment, il reste encore 2 ans avant qu'on puisse aller chercher les cadeaux. Il y a ce Noël-là, il y a le Noël 2025, il y a le Noël 2026, donc on peut y aller. Mais comme Thierry vous l'a expliqué, oui, mais le cadeau, il va falloir payer, quoi. Alors on sait, on a des chiffres, je crois qu'on serait à 160 intérêts plus remboursement du capital, on arriverait à 168 milliards d'euros. Bon, Thierry, moi, j'en étais resté à 17,5%, d'autres à 18%. Thierry vous a dit que c'est 20, même je ne sais plus combien. Mais bon, allez, mettons 20 pour simplifier les calculs. Et en plus, c'est le chiffre exact, nous dit Thierry. C'est 32 milliards qu'il va falloir payer. Ça, c'est pour 2028. Mais comme le remboursement va s'étaler jusqu'en 2058, alors là, les chiffres ne sont pas les mêmes. On arrive à intérêt plus capital, on arriverait, certains ça varie, 649 milliards, 689 milliards. On n'en est plus là avec la Commission européenne, on bouge le doigt, on dit c'est combien, 649, là-bas, 689. Allez, bon, c'est bon, on n'en parle plus, 650. Bon. Et donc, les chiffres sont faramineux. Mais dans les documents officiels, c'est comme on dit, la fraude, il y a combien de fraudes? Je ne sais pas, il y en a un qui dit que c'est 100 milliards, l'autre 200 milliards, 300 milliards. La vérité, c'est que personne n'en sait rien, par définition, puisque c'est la fraude. Mais peu importe. Mais bon, restons-en au chiffre de 650, les 20% de Thierry, on est dans la zone des 112 milliards. Voilà, pour la France, ça va nous coûter l'arbre de Noël, 112 milliards. Donc, on est allé sous l'arbre de Noël d'Ursula, on a pris un cadeau, 45, en réalité 37, et putain, il va falloir payer le cadeau, 112 milliards. Bon, on a perdu. On a perdu 70 milliards. On va perdre, d'ici 2058, 72 milliards. Alors, pour pas qu'on perde, le rapport Draghi dit, écoutez, les amis, on va pas se casser la tête. Hein. On doit rembourser en 2058. D'abord, on rembourse pas, on repousse. Et donc, il y a l'idée, on va repousser le remboursement. Et puis, on verra bien. Si 2058, le climat aura réchauffé, tout va bouillir, on sera tous brûlés. Voilà. Non, mais on en est là. C'est raisonnable. Et c'est ce que indique... On a perdu. Vous me direz, c'est une perte. On a eu un président...
qui était extraordinaire. C'était le président Valéry Giscard d'Estaing. Il était jeune, il avait battu un vieux monsieur, Chaban-Delmas, qui a été une catastrophe qui batte le vieux monsieur. Puis, depuis, on a eu des présidents de plus en plus jeunes. C'est le phénomène Youpala. C'est le phénomène Youpala. Il n'y a pas de troupeau de baleines qui est dirigé par des baleineaux. Il n'y a pas de meute de loups qui est dirigé par de louveteaux. Mais bon, nous, on a Attal, puis on a Bardella, et puis on va arriver à la petite section de l'école maternelle, petit à petit. Bon. Mais bon, place aux jeunes, c'est comme ça, on ne sait pas pourquoi. L'autre, il a 78 ans, ben oui, mais il est fou, ouais, c'est pas grave. Et il remplace un qui avait 80 ans, ben ouais, ben il ne pouvait pas marcher. Voilà, c'est comme ça. Et en gros, au Cameroun, ben ouais, au Cameroun, il n'est pas bien, ou il n'était pas bien. Bon, c'est comme ça. Les vieux sages, il faut amener des Africains. L'Afrique, c'est les vieux sages. Ben oui, c'est les vieux sages, mais nous, c'est les jeunes cons, mais c'est pas grave. Bon, voilà. Mais on en est là. On en est là. Bon, tout ça pour dire que le président Giscard d'Estaing, lui, avait fait un emprunt. L'emprunt, finalement, qui avait rapporté 6 milliards de francs et qui avait coûté à la fin 85 milliards. Il était indexé sur l'or, ça avait flambé, etc. Donc il avait fait un trou, mais c'était quand même un des plus grands économistes français. Bon. Mais il avait fait un trou. Et bien là, on fait un trou. Donc c'est ce que je retiens de ce qu'a dit Thierry, qui a tout dit. Je vais rebondir et aller pas un peu plus loin, mais un peu plus de précision, et puis je vais passer à autre chose. Ce qu'a dit Thierry, tout ça va mal finir, évidemment. Enfin, la seule façon de mal finir, c'est de mourir, d'autant que vous êtes vivant. Tout ça va finir par un impôt, voilà. Et par un impôt européen. Alors, il faut arrêter de tourner autour du pot, les souverainistes, les pas souverainistes. Il faut, à un moment donné, où on reste, où on s'en va. Voilà, il ne faut pas avoir le cul entre deux chaises. Hein, on reste dans l'Union européenne ou on s'en va. Bon, on a un exemple des gens qui sont partis, la Grande-Bretagne. Bon, ils ne sont pas morts, c'est pas mieux, c'est pas pire, c'est indifférent. Bon, on gagne par-ci, on perd par-là, etc. Bon, moi, je crois avoir compris que même ceux qui seront présidents, les Youpala, en 2027, je crois compris qu'ils restent. Voilà, bon. Alors, si on reste, on est sérieux. Moi, j'étais hier à l'Assemblée nationale, à 22h. D'ailleurs, je le salue, il va arriver, je suppose. J'étais là à 22h à l'Assemblée nationale, parce que j'avais traîné le roi, Sa Majesté le roi, et là, à son hôtel particulier, et son cousin qui va arriver, d'ailleurs, que Jean-Yves va inviter. Et j'étais là, en son temps, je suis allé à l'Assemblée nationale, et j'ai pris les rapports de la Commission des finances, notamment le rapport spécial sur l'Union européenne, qui est rédigé par un garçon, je crois qu'il est Rassemblement national, Tanguy, je crois qu'il s'appelle Tanguy. Enfin, avant, il était du Pont-Aignan, le Rassemblement national, demain, je ne sais pas. Et donc, je lis ce rapport, et là, je trouve la proposition, à la fin du rapport, un petit rapport de 3 fois que dalle, où il y a tous les chiffres connus de tout le monde, et à la fin, je trouve la proposition. En face de tout ce que vous a raconté Thierry, cet exemple, proposition qui va s'appliquer en 2027. Bon. On va négocier un rabais. Le truc, ça s'effondre. Il y a une galaxie, il y a 13 planètes qui tournent, il y a un budget de 191 milliards, mais en réalité, l'endettement de l'Union européenne est entre 1000 et 2000 milliards. C'est une dette folle. La dette de l'Union européenne est une dette folle, qui est immaîtrisable et qui va aller. C'est la spirale. Solution, on va négocier en rabais. Bon, il y a des pays qui ont en rabais, j'en sais rien, moi, l'Allemagne, l'Autriche, on va négocier en rabais. Enfin, voyons. Les souverainistes qui vont voir Ursula et dire, écoutez, madame, soyez sympa, vous faites un petit truc, là. Bon, allez, ça coûte combien, surtout? Allez, faites un petit rabais, quoi. Enfin, voyons. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on n'échappera pas, et Thierry l'a dit, si ça avait été moi, on n'échappera pas à l'impôt. La question maintenant, c'est de le choisir et de le choisir vite. Et de pouvoir, non pas négocier le rabais, mais de pouvoir négocier l'impôt. Bon. Moi, au mois de juin, j'ai rencontré presque Dieu, puisque j'ai vu Marine. Donc, et là, on m'a dit que, comme j'étais prof de finances publiques, on m'a dit, il faudrait nous trouver là un truc... 60 de milliards. Moi, j'ai dit, écoute, j'ai compris qu'on va faire une commission du bilan. Moi, je propose de faire le premier chapitre, la commission du bilan, et le chapitre, le bilan de l'Union européenne. Et donc, pendant un mois, à marche forcée, jour et nuit, puisque l'arrivée à Matignon, c'était le 7 juillet. Donc, quand je vous parle, on était début juin, donc il y avait un mois pour traiter, pour préparer la commission du bilan.
Et donc on regarde les chiffres, patati patata, etc. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit, après avoir rappelé tous les chiffres de Thierry, fait les tableaux, les courbes, les histogrammes, on a fabriqué tous les histogrammes de la création. À moi tout seul, j'étais à la Cour des comptes. Bon. Et au bout d'un moment, on arrive, on dit, qu'est-ce qu'ils veulent, la Commission européenne? Alors ils proposent des sous, pour avoir des sous. Et le Parlement européen, la même chose. Première proposition, on met un mécanisme carbone aux frontières. Mécanisme carbone aux frontières. Alors c'est compliqué pour dire un mécanisme carbone aux frontières, mais c'est des conneries. Ça veut dire qu'on met un droit de douane aux frontières, et au lieu d'être l'assiette, au lieu d'être la valeur en douane du produit, eh ben c'est le carbone qu'il y a dans le produit. Voilà le mécanisme carbone aux frontières, c'est un droit de douane, et dont l'assiette c'est le carbone. C'est un truc de con, parce qu'évidemment, l'autre... Et s'il prend sur ses voitures qu'il envoie de Chine, ou s'il envoie des panneaux photoélectriques du carbone, eh ben, il va se débrouiller de les fabriquer sans carbone. Et quand il les fabriquera sans carbone, eh ben, l'assiette de l'impôt aura disparu. Donc, proposition à la Commission européenne, une assiette anthropophage. Donc, ou en tout cas, une assiette qui se mange elle-même. Voilà, donc, c'est absurde. Au bout de quelques temps, elle aura disparu. Bon. Alors, deuxième proposition pour avoir des sous, il y a un marché. Le marché des quotas d'émissions de carbone. Bon. Alors on va mettre, on vend, vous savez, c'est des conneries. Au début, c'est le Monopoly, quoi. Alors au début, on a dit, bon, écoutez les amis, on va fabriquer un jeu qui va s'appeler le Monopoly carbone. Alors au départ, on va donner des quotas de carbone à tout le monde. Donc chacun, Lafarge, etc., reçoit son quota de carbone. Et le jeu commence. Alors on commence à jouer les quotas de carbone. Et puis à un moment donné, parce qu'il y a le Covid, on fait moins de ciment, etc., il y a plein de quotas qui n'arrivent pas à se vendre. Hop, le prix du quota monte, diminue, etc. Mais on fabrique un marché. Celui qui ne pollue pas, il a reçu du Monopoly, il a reçu plein de billets carbone, il les vend à l'autre qui pollue, etc. Et la Commission européenne a dit, sur ce marché du carbone où on échange les quotas d'émissions, on se fait des sous. Nous, on va prendre une partie des sous qui se font sur le marché carbone. Voilà. Et on financera avec ce truc-là. Puis, ils avaient trouvé un truc, puissance continentale, planétaire, interplanétaire, l'Union européenne. Elle avait inventé, c'est la dernière ressource qu'elle a inventée, on va se vanter sur la vente des... sur la taxation des déchets plastiques non recyclés, les pots de yaourt, les bouteilles en plastique. Donc, une puissance continentale qui se finance avec les pots de yaourt, jetés à la poubelle et qui ne sont pas recyclés. Alors là, on a récupéré 8 milliards, la France a donné, je ne sais pas, 1 ou 2 milliards. On dit, mais c'est bon, les amis, c'est bon, on a trouvé l'astuce. On se finance avec les pots de yaourt, maintenant on va se financer avec les déchets alimentaires. Et alors, troisième ressource sur les déchets alimentaires. C'est des gosses, la petite section, l'école maternelle. Quoi. Donc les trois trucs. Et puis, quand même, ils ont quand même fait une grande invention un jour, c'était l'accise. L'imposition sur une assiette commune consolidée. Ça, c'était pas con du tout. Ça consistait à dire, une multinationale, Google, c'est une boîte de vache qui rit. Amazon, c'est une boîte de vache qui rit. Et donc, il y a des portions dans la boîte de vache qui rit. Et donc, il faut avoir une règle pour savoir combien de portions reviennent à l'Irlande, combien de portions reviennent à la France, combien de portions reviennent, etc. Et on a fabriqué une équation qui est une vieille équation qu'on appelait l'équation du Massachusetts, qui est remontée au XIXe siècle. On a pris cette vieille équation du Massachusetts, et par cette équation, on arrive à en tenir compte de la localisation, du nombre d'emplois, des investissements. On arrive à avoir, on a une équation, 4 ou 5 inconnus, on peut même introduire la pollution, qui vous donne combien la France a le droit de portion, combien l'Amérique a le droit de portion. Dans la boîte de vache qui rit Google, chacun prend les portions qui lui reviennent et il les impose comme il veut. Si les Irlandais ne veulent pas les imposer, ils ne les imposent pas. Si les Français veulent les imposer, ils veulent pas. Et ça, c'était une sacrée trouvaille. Avoir une assiette, une règle européenne pour déterminer la base imposable de chaque multinationale. Ça s'appelait le projet AXIS, Assiette commune consolidée d'impôt sur les sociétés, 2011, revenu sur le tapis en 2007. Les États n'en ont pas voulu. Mais c'était une sacrée trouvaille. C'était même la seule grande invention qui avait été faite. Bon, la Commission européenne essaie de le recycler. Y arrivera-t-elle ou y arrivera-t-elle pas? Et puis, il y a une autre idée fausse, qui est l'OCDE a inventé une réforme à 2 piliers, un pilier 1 et un pilier 2. Dans le pilier 1, au plan mondial, ce coup-ci, au plan mondial, on se partage les assiettes de chacune des multinationales.
chacun prend sa part. Et puis, pilier 2, on met à l'impôt minimum, je ne sais plus, 15%, etc. La Commission européenne, évidemment, dès lors que c'était l'OCDE planétaire, elle a voté ça à un tour de cueillir à peau. Ça y est, il y a eu une directive. Les Français, l'année dernière, ont intégré ça. C'est un truc hallucinant. Il y a un article dans le projet de loi de finances, 10-15 pages pour déterminer l'assiette. Enfin, peu importe. Et ce qui devait arriver est arrivé, comme pour la SDN. Le Sénat américain a dit on arrête de jouer, les amis. Et il n'y a pas de réforme au CDE. On n'en a rien à faire de la réforme au CDE. Mais la Commission européenne dit, quand même, ce pilier 1, qui est un peu de laxisme, si ça marche, allez, on prend un petit peu pour l'Union européenne. Voilà où on en est. Donc, pour financer le trou qui va aller en grandissant, soit on met un mécanisme de carbone aux frontières, soit on prend un peu de sous des quotas, soit on essaie de recycler l'accise, et puis on ne sait pas trop. Ce qui va arriver, évidemment. On va aller à l'impôt. Alors, maintenant, les Youpala qui arrivent en 2027, c'est maintenant ou jamais. Bon. Qu'est-ce qu'on négocie? Non pas le rabais, mais qu'est-ce qu'on négocie? Il faut négocier l'impôt. Quel impôt? Bon, moi, j'ai fait la proposition, dans le rapport, qu'on impose les multinationales. Au-delà de 750 millions de chiffre d'affaires, il y aurait l'impôt sur les sociétés, aurait un étage national, les TPE, les PME, ça resterait de l'impôt national, mais au-delà de 750 millions, sera un impôt que l'on donnerait au Parlement européen, qu'on donnerait à la Commission européenne. Salut que Sa Majesté nous embrasse tout ça. À 750 millions d'euros, au-delà de 750 millions d'euros, ça serait un impôt européen. Ah, mais oui, d'accord, mais c'est un saut fédéral. Je lis le rapport là, de Tanguy, c'est un saut fédéral. Qu'est-ce qu'on préfère, un saut fédéral ou un trou national? Aujourd'hui, à l'instant où nous parlons, pour l'essentiel, les multinationales ne paient pas. On ne peut pas les faire payer. Et on ne pourra pas les faire payer. Parce que si on veut les faire payer, elles s'en vont. Elles s'en vont ailleurs. On peut les faire payer qu'au niveau planétaire. Et au niveau planétaire, l'OCDE, ça ne marche pas. On échoue. Mais on peut les faire payer au niveau européen. Alors on a le choix. Ou on continue comme maintenant et on ne les fait pas payer, ou on se débrouille et on donne au Parlement européen l'imposition des multinationales. Mais en échange, on ne verse plus 23 milliards. Hein. En échange, on ne verse plus 30 milliards. Vous vous débrouillez. Vous, les Polonais, vous voulez des sous, vous voulez vous défendre, vous voulez acheter des avions américains. Il y a le budget européen, vous vous débrouillez, quoi. Et donc, on coince tout. Il faudra, à partir du moment où le Parlement européen voudra des sous pour refroidir le climat, pour faire l'égalité hommes-femmes, ils auront un impôt. S'ils veulent l'augmenter, ils l'augmentent. S'ils ne veulent pas l'augmenter, ils l'augmentent pas. Alors, les Allemands ne voudront pas l'augmenter, parce que s'il augmente, Trump va se mettre en colère sur les Mercedes. Les Polonais, ils ont des Polonais qui ont Brzezinski, qui ont occupé des postes importants. Donc, mais bon. Mais si on négocie le transfert de l'impôt sur les multinationales à Bruxelles, en échange, aujourd'hui, on peut le faire. En échange, on demande la sanctuarisation du budget agricole. Parce que Thierry vous l'a expliqué, quand l'Ukraine va arriver, c'est plus de 9 milliards qu'on va récupérer au titre du budget agricole chaque année, c'est peanuts. C'est une puissance agricole colossale qui arrive, pour le blé, les volailles, etc. Bon. Donc, on est dans la situation aujourd'hui où on peut négocier. On va à Bruxelles, on ne négocie pas en rabais. On vous donne l'impôt sur les sociétés multinationales. En échange, puisqu'il faut l'unanimité, sanctuarisation du budget agricole, quoi qu'il arrive, ce qu'avait fait Chirac, le fameux agenda 2000. Chirac avait négocié, il savait que ça allait mal tourner, il avait négocié qu'on puisse avoir encore 4 francs 6 sous. Donc nous sommes à un croisement où nous faisons le choix de donner l'impôt sur les multinationales, qui ne nous coûte rien, puisque de toute façon, on ne l'a pas. Et en échange, nous demandons la sanctuarisation du budget agriculture. Ou on ne fait rien, le gamin, là, le rabais, et alors là, on ne sait pas quel impôt va sortir. N'oubliez pas qu'un président du Parlement européen, qui était espagnol, quand Jaïve était avec moi député européen, lui a proposé que ce soit un impôt sur le revenu. Parce que, ce que dit Thierry, un impôt citoyen, chacun verra comment il doit. Et donc, si on ne va pas à l'imposition sur les multinationales avant qu'il soit trop tard,
Alors, on ne sait pas quel impôt va sortir du chapeau, hein, avec le risque que ce soit l'impôt sur les... Voilà. Bon, je termine là-dessus, et vraiment je remercie Thierry parce que je ne voulais pas rester, mais si j'ai le droit, maintenant je voudrais arriver au point clé de tout ce colloque depuis le départ, quoi, finalement. C'est que c'est quoi une dépense nuisible? Voilà, c'est bien joli, on est tous contrôlés. On sent qu'un type est de droite, on sent qu'un type est de gauche, ça on sent. Bon, on sent qu'il y a une dépense qui est pas bonne, qu'elle fait du mal, mais c'est comment je fais pour mettre autour de la table une vingtaine d'experts dont j'arrive et je leur dis, bon les amis, il faut me rédiger un bleu, voilà, comme il y a le fascicule tome 2, des voies et moyens, dépenses fiscales, ben maintenant il me faut le fascicule dépenses visibles. Voilà. Alors, moi j'ai commencé le travail, puisque Jean-Yves me l'a demandé, j'ai commencé le travail. D'abord, c'est pas un truc farfelu, le concept de dépenses visibles. C'est un truc juridique. Il y a déjà des bases juridiques. Il y a deux bases constitutionnelles, il y a même une base de droit européen. La base juridique constitutionnelle, c'est article 4, article 5 de la Déclaration 81. Article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Déjà, le concept de nuit, il est là avec une base constitutionnelle. Donc, déjà, on sent que est nuisible ce qui porte atteinte à la liberté. Article 4. Et évidemment, c'est Robert Nozick. Robert Nozick, le libertarien, qui était contre toutes les dépenses. Voilà. Mais pourquoi? Parce qu'elle portait atteinte à la liberté. Mais beaucoup plus fort, beaucoup plus costaud, c'est l'article 5. La loi ne peut interdire que les actions, en gros, je suis de mémoire, les actions nuisibles à la société. Si donc la loi peut interdire les actions nuisibles à la société, les dépenses qui financent les actions nuisibles sont elles-mêmes interdites. Et nuisibles à quoi? Nuisibles à la société. Et donc déjà dans l'article 5, Nozick, article 4, la dépense nuisible porte atteinte à la liberté. Article 5, elle porte atteinte à la société. Là, il y a déjà une base constitutionnelle. Il y a déjà une base constitutionnelle. Vous observez que les gens ne sont pas fous. Parce que quand ils ont voulu la constitutionnalisation de l'IVG, ils n'étaient pas fous. Hein. Ils sentaient bien qu'il y avait une dépense, 112, 118 millions de frais d'hospitalisation, 530 € par forfaitaire par personne, 274 000 ou 234 000 personnes par an, multiplié par 500 et quelques, bon, on arrive à du 100, 120 millions. Et il sentait bien que l'article 5, il y en a un qui allait dire est-ce que c'est bon pour la société? Il y en a un qui allait le dire, un fou, on va pas dire un fou, voilà, un trumpiste, voilà, pour simplifier. Et donc, il y en a un qui risquait de faire, au moment du vote, chaque année, du projet de loi de financement de la sécurité sociale, il y en a un qui risquait de soulever une exception d'inconstitutionnalité là-dessus. Je vous rappelle qu'à l'époque de la suppression de la peine de mort, des gens étaient passés par la suppression des crédits du bourreau. Suppression des crédits du bourreau, pour essayer de la supprimer. Et j'avais tout un débat là-dessus. Et donc, les autres se sont dit... Premièrement, il y a quand même un risque, il y a l'article 5. Deuxièmement, dépenses visibles à la société, il y en a un qui peut s'exciter là-dessus, un catho, évidemment, bon. Mais un protestant aussi, pourquoi pas, un évangéliste, pardon. Et puis, Juppé ne sera pas toujours là, Fabius ne sera pas toujours là. Alors, bah, ils sont immortels comme les académiciens, mais quand même, on ne sait jamais, un jour ils peuvent mourir. Bon, que Dieu nous en préserve, bien sûr. Et le Conseil constitutionnel, la composition peut changer. Si jamais, en 2027, un Youpala peut nommer un papy. Et donc, le Conseil constitutionnel peut changer. Alors, l'article 5, une exception d'inconstitutionnalité, la composition du Conseil constitutionnel qui peut changer. Les amis, il y a un danger. Rapidos. Constitutionnalisation. Oui, mais on a constitutionnalisé l'IVG. On n'a pas constitutionnalisé la dépense IVG. Vous voyez, il y a une base juridique. Mais il y a une base juridique plus forte que ça, et plus intéressante que ça. Il y a une base juridique, c'est drôle, je vais me débarrasser de ça avec votre permission. Voilà. Il y a une base juridique dans le droit européen, mais qui est récent. Enfin, je dirais qu'il y a une base juridique
émergentes. Dans les documents internes de la commission du budget actuelle, là, on voit apparaître un sigle DNSH. DN pour do not, et le H c'est arme, c'était nuisible, dommageable, et le S signifiant. Donc, sont interdites les dépenses nuisibles à des objectifs donnés, qui sont donnés. Les objectifs que l'on donne, c'est la dépense qui réchauffe le climat, ou en tout cas qui ne le refroidit pas. La dépense qui porte atteinte à l'égalité homme-femme, et on emploie même le terme qui porte atteinte au crédit sexo-spécifique. Crédit sexo-spécifique. Dans les documents élaborés par le service des études du Parlement européen. Les dépenses qui portent atteinte à l'objectif de développement durable et les dépenses qui portent atteinte à la biodiversité. Ces quatre atteintes à ces quatre dépenses, c'est une atteinte DNSH, un dommage significatif, interdit. Donc ce concept de DNSH, c'est un concept qui déjà dit que la nuisibilité est là. Alors, comme il faut terminer, je vais aller à l'essentiel. Je crois que on reconnaît une dépense nuisible à deux moments. Au moment de sa percussion et au moment de sa répercussion. Au moment de la percussion, c'est au moment où elle touche les bénéficiaires. Je vais prendre l'exemple, la dépense de la vie politique. Il y a une mission sur la vie politique. C'est pas rien, hein, c'est 69 milliards pour les partis politiques, 20 millions, pardon, 69 millions pour les partis politiques, 23 millions pour les élections et 8 millions pour faire fonctionner la commission. Bon. En quoi est-elle nuisible ou est-elle nuisible, oui ou non? Percussion. Elle percute qui? Elle tombe sur qui? Sur 20 partis politiques. 20 présidents de partis politiques, 140 permanents au Parti socialiste, 54 permanents au Front National. Allez, compterons. 100 permanents. 20 partis politiques, allez, 2000 permanents. 2000 personnes. 2000 personnes sont percutées par la dépense et bénéficiaires de la dépense. 68 millions de la mission, administration territoriale, etc., au bénéfice de 2000 personnes. Nuisible ou pas nuisible? Il y a deux critères proposés par Martinez. Le critère benchmarking et le critère balancing. On va comparer et on va balancer. Comparer. À 68 millions, qu'est-ce que je peux m'acheter? Je peux m'acheter 2000 bénéficiaires. Mais à 68 millions, je peux m'acheter un appareil IRM, c'est 1 million. 68 appareils IRM. Un appareil TEP-scan, qui permet de diagnostiquer la moindre cellule cancéreuse en 20 minutes d'examen, c'est 2 millions. Donc je peux m'acheter, au prix de financer 20 partis politiques, je peux m'acheter 44 appareils IRM, ou je peux m'acheter une vingtaine d'appareils TEP-scan. Maintenant, balancing. Je mets en balance. D'un côté, 2000 personnes reçoivent 68 millions. De l'autre côté, IRM en plus, TEP-scan en plus, des milliers de personnes gagnent une chance de survie colossale parce qu'on diagnostique avant. Hein, par exemple, j'ai été opéré, j'ai eu une mammectomie, on m'a enlevé le sein, ça risque de métastaser. On m'a enlevé la prostate, ça risque de métastaser. Ça métastasé, oui ou non? On va avoir la réponse des mois, des années après. Je passe dans le TEP-scan, 20 minutes, je sors, 2 heures après, on a la réponse. On sait si ça métastasé aux pieds, aux cheveux, au cerveau, aux genoux, etc. Et je gagne des mois et des années. La France a 6 appareils TEP-scan pour 1 million d'habitants. La Grèce doit en avoir 10 fois plus. Nous sommes au niveau du Mexique. Balancing. 2000 bénéficiaires. Balancing, de l'autre côté, des milliers de personnes qui vont être bénéficiaires d'un examen TEP-scan ou IRM. On va gagner des années, des mois en tout cas. D'un côté, on peut sauver des vies, de l'autre côté, on ne sauve rien du tout. Il n'y a pas photo à la fin du balancing entre 68 millions pour 2000 personnes et 68 millions pour sauver des vies, etc. Il n'y a pas photo du balancing. Le benchmarking et le balancing
amène à conclure cette dépense est nuisible. Parce qu'elle produit un effet d'éviction, et à ce prix-là, elle empêche de faire une dépense qui aurait eu un effet positif, etc. Donc, vous voyez, au niveau de la percussion, on a deux critères d'évaluation, le benchmarking et le balancing. Au niveau de la répercussion, je termine là, c'est la bouteille à encre. On sent très bien que ça répercute, ça a un effet d'éviction, ça a un effet de démultiplication, l'immigration, il y a eu un rapport, il y aura un rapport, la dépense pour le logement. Au niveau de la répercussion, on peut appliquer les critères Martinez, benchmarking, balancing, on va arriver à un résultat. Mais là, on est au niveau de l'idéologie, ça devient très, très difficile. Et ça va être nuisible à qui? À la liberté, à l'identité, à la souveraineté. Il y a beaucoup de facteurs de nuisibilité. Nozick en a un seul. Toutes les dépenses publiques, presque toutes, sont nuisibles. Sauf article 13, la Constitution, déclaration 89, l'administration et la défense. Tout le reste, c'est nuisible parce que ça porte atteinte à la liberté, parce que ça fait un effet d'éviction. Et donc, avec cet argent-là, on empêche de faire autre chose. Mais au niveau de la répercussion, qui est un concept de droit fiscal, on est un peu embêté. Alors, et c'est mon dernier mot, on fait comment, en finale? On fait comment? Puisque les dépenses nuisibles, les nuisibles parfaits depuis 9000 ans, depuis l'apparition des silos, ce sont les rats. C'est l'exemple parfait du nuisible, du commensal, qui mange à la même table. Donc, supprimer les dépenses nuisibles, ça consiste à dératiser les lois de finances. Comment on fait pour dératiser les lois de finances? Thierry Sarkozy a essayé, la RGPP, je ne sais pas, RGPP, Barnier, c'est... Ouais, ça c'est nuisible, ça c'est pas nuisible. Ils se plantent tous pour une raison embryologique et historique dramatique. La première chose qui est apparue il y a 9000 ans, quand sont apparus les silos et quand sont apparus les troupeaux, c'est que les derniers nomades sont allés attaquer les premiers sédentaires pour leur piquer ce qu'il y avait dans les silos, etc. Et les sédentaires, avec ce qu'ils ont fait, ils ont dit « Ah bah, prenez-le, ne détruisez rien, mais prenez-le ». Ils ont inventé l'impôt soumission. Mais il y a eu quelques sédentaires, ils ont dit « Oh les amis, on va pas rigoler, hein. On va mettre des clôtures et les nomades ne pourront pas sauter comme à Ceuta, ils ne pourront pas sauter. Très bien. Et on va spécialiser des costauds, ils vont devenir guerriers. Oui, mais pour faire des clôtures et pour faire des guerriers, il faut des sous, il faut un impôt en nature. Travailler. Autrement dit, c'est parce qu'il y a eu un choc de civilisation qui continue, un choc de civilisation entre les nomades et les premiers sédentaires, il y a 9000 ans, alors que pendant 290 000 ans, on a marché, on était tous nomades, les sapiens. C'est ce choc de civilisation qui a fait naître l'impôt. Je pique, je prends du pire. Et en réaction contre l'impôt est apparue la première dépense, dont la dépense n'est qu'une métastase de la cellule première qui est l'impôt. Et donc, quand on veut lutter contre les dépenses nuisibles, mais enfin, voyons, il faut commencer par éradiquer l'impôt nuisible. C'est que Maurice Lauré, c'est le dernier livre de Maurice Lauré dans mon doctorat, tous les samedis, il venait enseigner, il est mort, mon doctorat, le dernier livre de Maurice Lauré, les impôts gaspilleurs. C'est que Dominique Lamartinière, directeur général des impôts à l'époque de Michel Debré, l'impôt du diable. C'est que Victor Hugo, la taxe, l'imposition des portes et fenêtres qui a déclenché la tuberculose. En tout cas, qui a permis la propagation de la tuberculose. Vous l'avez dans Les Misérables. Si on veut donc amputer, dératiser les dépenses nuisibles, évidemment qu'il faut commencer par l'impôt, puisqu'embryologiquement, la dépense n'est que la métastase de la cellule première qui est l'impôt. Et évidemment que l'impôt du diable, l'impôt qui a métastasé tous les autres, qui était d'ailleurs dans le programme du Front National, mais les Youpala l'ont supprimé. Évidemment que l'impôt qui porte atteinte à la liberté, évidemment que l'impôt que tous les économistes ont condamné parce qu'il est nuisible économiquement, évidemment que tous les spécialistes du droit budgétaire condamnent parce qu'il n'est pas nécessaire budgétairement. Évidemment que tous les tenants de la justice condamnent parce que c'est le facteur numéro 1 d'injustice. Plus vous avez des revenus, plus vous pouvez vous échapper.
Évidemment que l'impôt est la source de tous les problèmes. Évidemment que l'impôt qui ampute la main de Michel-Ange en train de peindre la chapelle Sixtine. Évidemment que c'est l'impôt sur le travail. Évidemment que c'est l'impôt sur le revenu. Évidemment que l'Occident souffre depuis un siècle du fait qu'il a mis un impôt sur le travail quand le Sud global n'a pas d'impôt sur le travail. Évidemment que le point de départ, pour stopper les dépenses nuisibles, c'est pas d'avoir un frein à la dépense comme dans la Constitution allemande depuis 2009. C'est la suppression de l'impôt sur le travail. Ça commence comme ça. Il faut visualiser les dépenses nuisibles, c'est le rapport, et il faut couper le robinet. Et le robinet d'entrée, c'est l'impôt sur le revenu. Ça, c'est ma conviction profonde depuis que je suis né, et ça va terminer bientôt. Voilà. Je termine. Jean-Yves vient de faire une trouvaille. Il ne faut pas la négliger, c'est une grande trouvaille. Maintenant, il faut la densifier. Moi, j'ai posé les premiers jalons, comme on dit maintenant dans le droit budgétaire européen. Maintenant, ils emploient le terme de jalons. J'ai posé les premiers jalons avec benchmarking, balancing. Percussion, répercussion. C'est les premières étapes de la réflexion, de la théorisation du concept de dépenses nuisibles. Et l'identification, elle passe par ce que je viens de dire. L'élimination, elle passe par ce que je suggère. Merci. Merci.